Très bien. Donc, l'intitulé, il est un peu original. Il n'est pas sans rappeler le fameux essai philosophique de Rousseau sur l'égalité entre les hommes. Et en fait, c'est une autre inégalité dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la réaction du corps face à une maladie, qu'elle soit infectieuse ou même une maladie complexe comme le diabète ou l'hypertension. Mais on va quand même focaliser sur l'aspect génétique qui touche la réaction différentielle des individus face à la COVID-19. Donc finalement, la question est pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à la COVID, et aussi, il ne s'agit pas uniquement de comprendre, mais aussi de voir, de tirer quelques applications pratiques de ces connaissances-là. Donc, je vais focaliser surtout sur les facteurs génomiques de l'hôte, c'est-à-dire de l'homme, sans parler des virus qui peuvent aussi intervenir dans la réaction différentielle. On sait que la pathogénicité d'un pathogène, qu'il soit viral ou microbien, elle dépend aussi de la souche, elle peut dépendre de la souche virale. Donc, juste pour revenir un peu d'histoire très rapidement, cet aspect de différence entre individus face à la maladie infectieuse, elle a été surtout révélée par Charles Nicholl, franco-tunisien, il est Nobel en 1928 et qui a introduit le concept de ce qu'on appelle l'infection non apparente en faisant la remarque que la présence d'un microbe en multiplication dans le sang d'un individu qui n'a pas de symptômes mais qui peut être contagieux, ce qu'on appelle l'infection non apparente. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les asymptomatiques. Donc, il en a tiré que le microbe, qu'il soit viral ou bactérien, ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante à la manifestation des signes cliniques d'une maladie. Alors, ça a déclenché tout de même un changement de paradigme dans l'approche des maladies infectieuses. Donc, historiquement, si vous voulez, donc on a commencé avec Pasteur, donc la théorie des germes responsables de maladies, tout ce qui a suivi comme développement de vaccins, ensuite l'immunologie, donc le développement de la compréhension de l'immunité innée acquise, tout le concept de la vaccination, pour arriver vers les années 1950, penser un peu différemment, regarder l'hôte, l'homme, qu'est-ce qu'il peut avoir comme facteur génétique, facteur héréditaire, qui pourrait expliquer ces différences de réaction face à la maladie. Alors, à peu près le demi-siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, on a beaucoup travaillé sur les déficits héréditaires de l'immunité, donc le côté génétique, mais des mutations un peu sévères qui expliquent des déficiences immunitaires. Et à partir des années 96, vous voyez, la frontière, c'est un peu l'apparition, la publication du génome humain. Le génome humain, vous savez, donc, il a commencé réellement les premières versions vers les années 80. Travailler vers les années 95. Donc, le changement de paradigme est là. Et si on regarde finalement ce qui va distinguer, ou la frontière qui distingue les asymptomatiques, on va dire, des malades, c'est un peu la part des facteurs génétiques et aussi la virulence du pathogène. Donc, c'est une interaction hôte-pathogène. Donc, dans cet aspect, ce volet génétique, historiquement, donc on a commencé à travailler sur les mutations un peu sévères. Vous voyez en vert ce qui est basé sur le patient, donc description des patients qui portent des mutations très sévères. Et ce qui est en bleu, on parle de la population, c'est-à-dire qu'ils sont des petites mutations qui ont des effets mineurs, mais qui cumulés peuvent faire des différences entre individus. Donc, il y a des exemples très célèbres, par exemple, vers les années 2010, tout ce qui est capacité à se débarrasser, clearance du virus de l'hépatite C, a été clairement attribué à une mutation au niveau du gène IL-28, B, qui est l'interféron lambda 3, 4, parce que la version 4, c'est le mutant du lambda 3 qui permet d'avoir une meilleure clairance du virus de l'hépatite C. Et actuellement, c'est utilisé comme marqueur d'orientation thérapeutique. C'est un des exemples célèbres en termes de maladie virale.
Sinon, il y a beaucoup d'autres gènes qui ont été incriminés, protéines, dans la réaction face aux maladies à titre indicatif. Alors, la complexité elle-même, si on regarde les différentes lignes de réponse de l'organisme face à une infection virale ou microbienne de manière plus générale, on a différents fronts finalement. Le premier front, c'est la fixation du virus sur les récepteurs. Donc là-dedans aussi, il peut y avoir des gènes qui portent des variations qui vont faire que le virus se fixe mal. Ou la première ligne qui permet de détruire l'ARN viral une fois qu'il est injecté dans la cellule. Donc là aussi, le deuxième front. Puis on a le front de la réaction inflammatoire, de la réaction immunitaire innée, acquise, etc. Donc tous les gènes qui interviennent dans ces différents fronts, ils peuvent avoir un rôle à jouer dans l'explication de la différence de réaction. Dans le grand public, donc là j'ai pris juste un exemple très récent de ce qui est diffusé pour l'information du grand public. Vos gènes peuvent déterminer votre risque à développer des symptômes plus ou moins sévères de la COVID-19. Alors, conceptuellement, comment on approche le problème, et ça c'est très important à préciser pour que vous puissiez comprendre la suite de ce que je vais exposer. Actuellement, on ne focalise pas sur les mutations, les grandes mutations délétères qui provoquent des immunodéficiences. On regarde plutôt au niveau de la population. On va prendre différents individus qui témoignent ou qui montrent des sévérités faibles ou qui sont asymptomatiques et malades ou avec des tableaux cliniques assez sévères. Et on va génotyper, donc regarder le génome entier de cet individu-là, des millions de ce qu'on appelle des variants génomiques, qui sont des positions variables sur ce génome-là. Et oui. Et on compare les fréquences entre les génotypes ou les allèles, entre ces deux groupes d'individus, asymptomatiques contre sévères. Et puisqu'on crible le génome entier, c'est-à-dire tous les chromosomes de l'individu, on va avoir une vision panoramique globale de tous les chromosomes, à peu près tous les gènes humains qui sont au nombre de 30 000. Le SARS-CoV-2, lorsqu'on applique ce type d'approche, qu'est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui? On sait qu'avec la première vague du SARS-CoV de 2003, ou même la grippe H1N1 de 2009, qui est la grippe espagnole de 1918 aussi, qu'il y a un certain nombre de gènes qui ont été incriminés. Bien entendu, on va retrouver les gènes de la première ligne de défense de l'organisme face au virus, qui sont les récepteurs ou ceux qui s'attaquent à l'ARN messager, à l'ARN du virus. Et puis, on retrouve les cytokines, donc les interférons, entre autres, en particulier, qui ont été rapportés, l'interféron gamma et lambda, et le CD55, notamment, qui est un intermédiaire dans la signalisation aussi du système immunitaire. Alors, cela, en réalité, lorsque la vague du Covid, on a commencé à être dans les millions d'individus atteints, donc de nombreuses études ont été menées, notamment dans les pays, bien sûr, avec un grand nombre de malades. Donc, la première étude qui a été faite, c'est l'étude italo-espagnole, publiée en juillet 2020 avec 1600 patients et qui a utilisé 8,5 millions de SNP. Ce qu'on appelle SNP, c'est des positions variables sur le génome humain des individus. Suivi par une étude un mois après sur les Américains, 11 000 patients, et puis suivi tout dernièrement en septembre avec une étude allemande. Alors, ce que ça a permis de voir, de révéler au niveau du génome humain, c'est qu'on retrouve effectivement des choses qui ont été rapportées précédemment sur le SARS-CoV de 2003 ou même la grippe H1N1, puisqu'il s'agit quand même de syndromes de maladies qui provoquent des syndromes respiratoires allant jusqu'à la pneumonie et à une réaction inflammatoire pouvant être mortelle. Le CD55, on le retrouve. Mais surtout, on retrouve cette zone que j'ai mis en rouge parce que c'est une des zones les plus prometteuses pour comprendre ces réactions différentielles entre individus,
qui est une zone qui comprend plusieurs, c'est un cluster, ce qu'on appelle un cluster de gènes, qui comprend plusieurs gènes de récepteurs de chémokine, donc qui sont des joueurs clés dans la réaction inflammatoire. Et puis, bon, cette zone qui parle du groupe sanguin ABO n'est pas répliquée, donc finalement, probablement, c'était un faux signal. Alors, les trois études, les voici. Donc, ce cluster de gènes, le récepteur de chémokine sur le chromosome 3, qui a été rapporté dans une autre étude. Le gène CD55 a été rapporté dans l'étude américaine, et puis ce cluster de nouveau des récepteurs de chémokine sur le chromosome 3 est dans une étude européenne. Alors, parmi les hypothèses évoquées, pour expliquer des différences, on va dire, de sévérité globalement entre les Européens et les Africains, à moindre degré, on évoque que l'origine de ce cluster de gènes est ce qu'on appelle un bloc de gènes qui se transmet, qui s'hérite de manière en bloc génération, il serait hérité du Néandertal. Bon, c'est une autre histoire qui mérite beaucoup plus de discussion. Maintenant, ce qu'on sait déjà, bien sûr, il y a des consortiums internationaux qui sont en cours. Même en Tunisie, vous savez, Faïd a parlé de notre projet, mais il y a 2 autres projets qui s'intéressent à connaître les facteurs génétiques de l'hôte pour expliquer les réactions différentielles. Mais dans un objectif aussi qui n'est pas juste pour comprendre. On est bien d'accord que quelque part, comprendre, c'est aussi le début de l'action. Donc, comprendre pour orienter la prise en charge. Comment est-ce qu'on peut orienter la prise en charge? Si jamais on découvre et on valide, l'étape de validation est quand même beaucoup plus difficile que la découverte, on valide certains variants comme biomarqueurs de sévérité, et si on applique derrière des techniques d'intelligence artificielle, ça va nous permettre, à partir du profil génomique pour un petit nombre de variants génomiques d'un individu, de dire, voilà, cet individu, dès qu'on sait qu'il est positif, par exemple, ou les signes cliniques, le diagnostic, qu'il soit par imagerie ou par autre, commence à se déclarer, on se dit, on lui fait le test sur le prélèvement sanguin, test génomique, et on dit, voilà, cette personne va très probablement développer des symptômes graves. Donc, il faut l'orienter vers une prise en charge sous respiration ou en service de réanimation. Bon, ça c'est pas que du rêve, hein, ça a déjà commencé à être fait, notamment avec 2 biomarqueurs classiques qui sont le TRM1 et l'IL6, l'interleukine, et TRM1, c'est un récepteur aussi qui intervient dans la réaction inflammatoire et la signalisation des cytokines, donc qui permettent, dans une étude récente suisse, sur un petit échantillon, quand même, donc elle mérite validation, de dire avec une très grande spécificité et sensibilité qu'on peut orienter les patients selon leur profil par simple dosage de la protéine TRM-IL6 dans le sérum. Donc, c'est un peu ce que l'objectif de notre projet, mais aussi l'objectif de beaucoup d'études qui sont maintenant menées de par le monde. Alors ça, c'est les techniques d'intelligence artificielle, une des techniques qu'on peut appliquer pour construire un système d'aide à la décision. Le système d'aide à la décision, il prend toutes les données qu'on a sur le patient, et pas uniquement la génétique. Donc, il peut prendre toutes les données cliniques, sociodémographiques, tout ce qu'on veut, maladies chroniques, etc., plus ce qu'on aura découvert sur la partie de son génome pour faire une aide à la décision au service d'accueil, d'urgence ou de réanimation. Alors, ceci, très rapidement, le workflow de notre projet et qui est en cours, hein, donc l'aspect pathogénicité des virus, l'aspect génome humain, qui seront intégrés dans un système d'aide à la décision. Au moins, c'est notre ambition qu'on espère atteindre rapidement, peut-être avant que la pandémie disparaisse. Mais même si la pandémie disparaît avec la vaccination ou avec naturellement par elle-même, ça sera pour avoir une sorte de preuve de concept. Donc, on sait faire, et au moins les capacités pour la traiter. En conclusion, donc nos différences génétiques façonnent nos réactions face à la maladie, ça on le sait pour toutes les maladies, hein,
pas uniquement pour les maladies infectieuses, c'est aussi vrai pour les maladies infectieuses, mais aussi n'oublions pas que d'autres facteurs environnementaux, la diététique, le stress, etc., le mode de vie, peuvent affecter et même peuvent d'une certaine façon estomper l'effet des différences génétiques. Une recommandation, je ne peux pas faire un exposé sans la rappeler, c'est qu'on aura besoin de valoriser nos données sur la population tunisienne dans un esprit de partage. Sans cet esprit de partage, on sera toujours chacun dans son coin. Le médecin sera dans son coin à gérer ses images, le généticien à gérer ses gènes, et on n'aura jamais une vue globale qui permette d'avoir le plus d'impact sur la prise en charge ou du moins sur la limitation des dégâts que peut avoir cette pandémie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir respecté le temps imparti.